Bonjour à tous. Alors, merci d'être venus pour cette session dédiée à la sécurité. Alors, on a pas mal de sujets qu'on a abordés sur la sécurité, notamment sur les ransomware. Ça va être un sujet aussi important aujourd'hui. L'idée, c'est de faire un petit tour des solutions que nous avons déjà mis en place avec VMware et potentiellement d'autres services que vont vous montrer dans ce webinar nos partenaires, enfin nos experts sur ce webinar. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment assurer la sécurité de vos données dans les environnements cloud face aux attaques de plus en plus fréquentes, notamment les attaques VMware. L'agenda que nous avons aujourd'hui, donc moi je vais vous présenter très rapidement, alors je vais prendre juste 5 minutes, l'actualité qu'on a avec VMware qui est assez importante. Ensuite on parlera de la stratégie VMware autour de la sécurité avec Gilles Edreux donc, qui est avec nous. Bonjour Gilles, tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Eda. Bonjour, donc Gilles Edreux qui est donc senior système, donc ingénieur architecte chez VMware. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aussi un expert de la sécurité qui est Galeb Zekri, qui va nous parler de la sécurité des applications dans le cloud, notamment avec l'intelligence NSX. Bonjour Galeb, tu nous entends? Oui, bonjour Eda, bonjour à tous. Parfait, nickel. En fin de session, donc on laissera place aux questions-réponses et puis donc là, on peut démarrer. Sur la partie actu, alors il y a pas mal d'actu avec VMware, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un historique qui est plutôt assez important. On a plus de 6 ans de partenariat avec VMware, environ une vingtaine d'experts certifiés sur toutes les technologies que nous mettons à disposition à nos clients, nos partenaires. Et on a démarré tout petit, hein, ça fait quelques années déjà qu'on a, qu'on a une spécialité en tant qu'hébergeur, qu'on héberge au cœur de notre data center. On a démarré avec 500 VM en 2017 et aujourd'hui, on revendique à peu près plus de 5000 VM hébergés au cœur de notre data center en France, dans un environnement cloud privé. Autre actu majeure et pas des moindres, on vient, enfin il y a quelques mois, hein, si je me rappelle bien, c'était en septembre, nous avons été certifiés le plus haut niveau de certification chez VMware, qui est le niveau VMware Cloud Verified. Donc on fait partie du top 4 France et du top 30 monde, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Et donc on est assez fiers de montrer qu'on est un acteur important pour VMware puisqu'on est capable d'adresser toutes les solutions, toutes les technologies autour de VMware. Sur la partie certification, c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue de nos équipes qui sont certifiées. Vous pouvez voir qu'on a plus de 20 experts chez nous, Bretagne Télécom, de certifiés VMware. Par rapport à nos autres expertises, nous sommes aussi certifiés sur d'autres technos, bien évidemment, mais on a quand même un focus très important sur les solutions VMware. Enfin, et puis on va pouvoir lancer le débat sur la partie sécurité. Aujourd'hui, nous sommes sur une solution de cloud privé sécurisée, donc tout sur tout le stack VMware, donc vCloud Director par exemple, et nous avons déjà mis en place toutes ces briques de sécurité, notamment la sécurité autour des données sensibles, puisque nous sommes certifiés HDS. Nous avons ajouté toute la partie sécurité avec le SIEM et l'analyse de risque. Nous avons des systèmes de scan de vulnérabilité. Nous avons aussi des solutions VDI et mobile sécurisées. Nous avons la possibilité de récupérer la donnée en cas d'attaque de type ransomware, par exemple, avec des snapshots H-1 jusqu'à J+5 sur nos B Pure Storage. Nous avons des solutions d'accès avec authentification forte, donc de type MFA. Bien évidemment, tout ce qui est antivirus et anti-spam. Nous avons mis en place très récemment le cloud public avec Amazon et Azure, notamment via la connexion VMware. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la main à Gilles pour pouvoir, pour déjà nous montrer un peu l'étendue de ce que fait VMware autour de la sécurité, et ensuite Galeb sur des solutions un peu plus précises, notamment sur la partie NSX. Oui, bonjour. Donc, merci à tous. Donc, Gilles Dreux. Donc, je suis un lead architecte pour les services providers sur la France. Et donc, j'ai la chance et le plaisir de partager régulièrement avec les équipes de Bretagne Télécom.
Et dans ce que je veux vous partager, c'est un certain nombre de métriques, d'indicateurs déjà, pour rappeler le métier de VMware et ce que l'on a fait également d'un point de vue engagement. Next slide. Donc, un point assez simple, c'est que vous, nos clients, les utilisateurs d'applications, vous êtes enclins à consommer de plus en plus de services, qui soient chez des services providers, dans les clouds publics. Et donc, les nouveaux modèles d'applications sont complètement distribués, dispatchés. Et quand bien même le service est facilité pour les utilisateurs, la complexité derrière reste un enjeu et une contrainte que doivent adresser justement les responsables d'IT et les services providers. Next slide. VMware, c'est quoi? Donc, la plupart de vous, vous nous connaissez sur la partie évidemment virtualisation du compute. Je souhaitais par ce slide partager avec vous également sur l'infrastructure un certain nombre de métriques. Donc vSphere, ça fait partie de la commodité et du bus technologique, si je puis dire, que tous les clients utilisent. On est serein, ça marche bien, c'est solide et ça apporte des services vraiment disruptifs avec des SLA et on va dire un certain nombre de services qu'on peut associer à cela. Donc sur vSphere, on a plus de 500 000 clients. Pardon. On représente la première technologie de virtualisation sur la partie compute. L'hyperconvergé, on a apporté, on va dire, cette facilité et ce stockage natif directement consommable avec notre hyperviseur. Et donc, ça a permis des nouveaux modèles d'architecture, des nouvelles façons également de proposer ces applications à nos clients, que ce soit avec des applications business critical, des bases in memory, même de la recherche artificielle. Avec nos technologies, on veut vraiment proposer quelque chose de disruptif et qui apporte énormément d'agilité à nos clients. Et donc, quand on parle d'agilité, il y a un point qui est également prépondérant dans les data centers, c'est le réseau. Et le réseau, via cette technologie qui non seulement englobe la partie automatisation, mais également la partie de sécurisation et toujours d'agilité, avec notre technologie NSX, on a permis cette digitalisation des applications et le déplacement des workloads beaucoup plus simple, grandement facilité puisqu'il est automatisé. Et enfin, quand on va dire, virtualisé un data center, qu'on a rendu la capacité d'avoir un couplage lâche entre les applications et le hardware, faut quand même assurer un certain nombre d'éléments, que ce soit monitoring, capacity planning. Et c'est au travers de cette suite Verialize, encore une fois, plébiscitée et très présente chez nos clients, qu'on permet d'avoir cette visibilité sur l'ensemble des services consommés au niveau du data center. Next slide. Alors, VMware, comme je le disais, vous nous connaissez sur la partie compute. C'est une société qui a tout juste 20 ans. Et on voit que ces dernières années, on a acheté beaucoup de sociétés pour étoffer notre catalogue de services, mais pour également proposer des services complètement dans l'air du temps qui permettent aux clients de continuer à opérer ou d'apporter des services vraiment disruptifs. Donc pour en nommer quelques-uns, on a eu en 2017 cette acquisition avec Cloudels qui permet d'avoir une visibilité et un niveau de contrôle sur la consommation des services cloud, que ce soit sur Amazon, Google, Azure, y compris sur les data centers. On a un partenariat également très fort, comme le disait Reda, avec un acteur du cloud public majeur qui est Amazon. Donc on a du VMware chez Amazon et c'est vraiment un co-engineering qui permet d'apporter ce service unique qui est le déplacement d'un workload
avec l'automatisation, avec la marketplace d'Amazon, mais également cette capacité à avoir cette maîtrise, ces SLA qu'on connaît sur un stack VMware. Lié au nouveau canon de beauté des applications et au marketplace, on a acquis une société qui s'appelle Bitnami, qui permet d'avoir tout de suite les standards et les modèles industriels pour déployer ces standards sur le SI. Et donc, Bitnami, on propose un catalogue compatible en termes de, comme on dit, de blueprint ou de template avec les acteurs du cloud public, avec les nouveaux modèles de développement, c'est-à-dire pas uniquement du VMware, mais également en microservices, et cette capacité via une technologie qui fait vraiment office de plateforme pour tous les services providers, qui est VCD, pour lequel nativement on va pouvoir synchroniser et mettre à jour une marketplace directement rafraîchi par effectivement ce connecteur Bitnami. Et enfin, tout récemment, donc sur vSphere 7 avec des intégrations via nos acquisitions Bitfusion ou via notre acquisition avec une société qui s'appelle Carbon Black, on permet d'introduire et d'avoir cette notion de sécurité présente dans tous les maillons de nos modèles applicatifs dans notre infrastructure. Et donc, c'est quelque chose qui est très important, et Raleb reviendra tout à l'heure dessus sur, effectivement, on a beaucoup de solutions pointues qui répondent à un certain nombre d'enjeux, mais au-delà de ça, un peu comme la VM, on veut apporter quelque chose de disruptif et quelque chose qui est opérable sur l'ensemble des maillons qui sont présents dans un data center. Next slide. Alors, le risque, vraiment la sécurité, et on va dire, je ne vous apprends rien sur ce slide qui vous est partagé par IDC, qui illustre le nombre de data breach et de failles de sécurité depuis 2005. On voit que c'est quelque chose qui est presque exponentiel, hein. C'est vraiment, ça explose. Et malheureusement, les services providers sont une proie, comme les clients finaux, sur le fait que des failles de sécurité sont publiées, sont exploitables et permettent l'accès, on va dire, ou le contrôle du SI. Et donc, c'est un métier, c'est une tâche quotidienne pour lequel, on va dire, c'est une lutte pour pouvoir se protéger, pour pouvoir garantir, pour pouvoir avoir des solutions de reprise d'activité en fonction, on va dire, des différentes menaces et de ce qui arrive sur un SI. Next slide. Et donc, Reda vous a partagé que Bretagne Télécom avait réussi effectivement à être parmi l'un des 180 service providers qui a eu cet agrément de Cloud Verify. Donc, les service providers dans le monde qui utilisent nos technologies, on a plus de 4200, répartis dans 120 pays. Et ce badge et cette accréditation, c'est vraiment quelque chose de fort pour VMware, puisque ce n'est pas uniquement la capacité à avoir des gens experts qui utilisent les dernières technologies de VMware, oui, c'est important, mais c'est également avoir un partenaire technologique sur lequel on va pouvoir s'appuyer et sur lequel on va pouvoir implémenter des services innovants, même disruptifs, sur lesquels on peut s'appuyer et s'appuyer localement. Et donc, avec ce badge Cloud Verify, ce partenariat et Bretagne Télécom et VMware, on a l'ambition, effectivement, localement, d'avoir un peu ce cloud souverain qui comme il est très souvent dit, cette proximité et ce contrôle sur la donnée, sur les services qui vont être proposés à nos différents clients. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser on va dire la parole à notre expert pour ce jour qui est Raleb. Raleb, merci. Merci Gilles. Prendre la main du coup. Oui, alors vous voyez mon écran? Très bien. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va parler essentiellement de ce sujet de sécurité des applications et des données dans le cloud
On va se focaliser bien évidemment sur un des volets qui est la partie réseau, mais il y a d'autres volets qui sont aussi sur la partie workload et tout ça, mais vu le temps, on va avoir une vision globale là-dessus. Alors, vous connaissez VMware comme étant un acteur du cloud et de la virtualisation. VMware a pris la décision stratégique de se positionner sur la sécurité depuis quelques années, en intégrant la sécurité au sein de l'infrastructure de virtualisation, mais aussi par le développement de nouvelles technologies qui ont effectivement apporté une innovation dans la façon avec laquelle on architecte la sécurité au sein des systèmes d'information et du cloud, mais aussi par l'acquisition d'autres technologies. La raison, c'est que essentiellement, comme vous voyez, Pat Gelsinger, notre CEO, l'a mentionné lors d'un des RSA conférences, c'est que nous avons fait le constat, et pas que VMware, en fait, même nos clients, que la façon avec laquelle aujourd'hui l'industrie de la sécurité et essentiellement la technologie, les technologies développées par l'industrie n'ont pas été au rendez-vous pour satisfaire le besoin des clients dans la protection des données et la protection effectivement de leurs applications. Ce n'est pas forcément un problème de technologie en soi, mais c'est un problème global, donc ça porte aussi sur la façon avec laquelle on construit la sécurité. Et comme on l'a dit, en fait, c'est un constat qui est fait de par nos clients, c'est que de par l'étude qu'on a réalisée avec Forbes, on a constaté effectivement autour du monde, en fait, mais on vous présente essentiellement les résultats sur la région Europe, Middle East et Afrique, que uniquement 25% aujourd'hui des leaders au sein des entreprises sont satisfaits ou sont confiants par rapport à leur posture de cybersécurité. Et plus des 3/4 aujourd'hui pensent que la façon avec laquelle en fait ils déploient ou ils gèrent ou ils ont mis en place une politique de sécurité ou des solutions de sécurité est un peu dépassée, mais qu'ils continuent tout de même à dépenser de l'argent pour pouvoir acheter des produits qui vont répondre à certains problèmes. Donc, effectivement, des outils de sécurité. Quand on a un nouveau problème de sécurité, on essaie de chercher qu'est-ce qui peut nous prémunir contre ces problèmes-là. Et on va voir quel est l'impact là-dessus. Et en fait, très rapidement, on voit que malgré ce besoin de se protéger et de dépenser, en fait, d'acheter des produits qui détectent et qui identifient les attaques, plus que le tiers aujourd'hui, ou près du tiers des utilisateurs ou des security administrateurs, révèlent qu'ils ont en moyenne à peu près 26 ou plus, 26 produits de sécurité pour mettre en place une politique de sécurité. Et que tous, ils sont d'accord sur un point, que c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, pourquoi? Parce que quand on passe en revue, par exemple, les technologies qui sont utilisées pour le compute, les clients répondent qu'ils ont 3 à 4. Pour la partie réseau, notamment pour la partie réseau data center ou même des branches et tout ça, on va voir 3-4 éditeurs ou constructeurs. Le storage, c'est pareil. Quand on parle de sécurité, on voit très vite qu'effectivement, il s'agit d'un nombre important pour juste mettre en place une politique qui protège nos applications et nos données. Mais cela n'empêche pas quand même que les clients soient conscients de l'importance de la sécurité, parce qu'on voit très bien qu'ils continuent à augmenter leur budget pour mettre en place en fait de nouvelles solutions de sécurité et de nouveaux produits. Un point important aussi, c'est effectivement, quand on parle de sécurité, on parle aussi de cyberhygiène, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met en place en tant que process, solution, mais aussi moyen, pour pouvoir effectivement protéger ou proactivement appliquer les mécanismes de cyberhygiène. Et très vite, on se rend compte, avec un constat un peu alarmiste, c'est qu'effectivement, uniquement le quart des clients aujourd'hui sont extrêmement confiants par rapport à la sécurité de leur implémentation cloud. C'est-à-dire que c'est des clients qui ont fait la transition, qui ont voulu mettre en place du cloud, mais très vite, ils se sont rendus compte que, effectivement, la façon avec laquelle ils ont implémenté la sécurité dans le cloud, elle est pas forcément en adéquation avec le besoin du cloud lui-même. Donc, ils ne sont pas forcément très confiants par rapport à ça. Et uniquement 18% aujourd'hui disent qu'ils sont prêts, en termes de ressources, de pouvoir adresser les problèmes de sécurité dans ces environnements-là. Donc, c'est vraiment très peu et c'est un problème auquel il faut s'attacher et auquel il faut réfléchir très vite
parce que cela va de la protection et de la gestion de risque dont Gilles a parlé tout à l'heure, par rapport à des brèches, par rapport à des fuites de données. Et pour finir de cette étude, en fait, ce qui est important, c'est de voir qu'une bonne partie des clients aujourd'hui pensent effectivement qu'il faut que la sécurité change du mode silotage, où les équipes de sécurité sont les seuls responsables de la sécurité des données et des applications, mais que la sécurité doit être effectivement un sport d'équipe qui doit être pratiqué aussi bien par les équipes de sécurité, mais aussi par les équipes qui gèrent les applications, par les développeurs, et comment ils consomment cette sécurité. Et il faudrait que cette sécurité leur soit exposée pour qu'ils puissent effectivement être capables de l'intégrer dans le provisioning des applications, la gestion du cycle de vie et ainsi de suite. Si on essaye de résumer en quelque sorte ces challenges, on voit bien très vite que… alors, excusez-moi, juste, je vais masquer ça. Voilà. On voit très vite que là où on doit se focaliser, c'est essentiellement la protection des applications et données. Donc, c'est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Par rapport à quoi? Par rapport en fait à des utilisateurs qui vont avoir des équipements, des devices, donc des endpoints, qui vont accéder au travers de ces endpoints à des applications qui, elles, sont installées sur des charges applicatives, alors différents formats, ça peut être des VM, ça peut être des bare metal servers, ça peut être des conteneurs, ça peut être aussi des services qui sont dans le cloud. Enfin, dans le cloud, quand je parle dans le cloud, ça peut être aussi, donc je gère de l'infrastructure legacy avec un data center, mais aussi j'ai du private cloud, ça peut être aussi du public cloud ou du managed cloud. Et le tout est connecté au travers en fait des réseaux, effectivement. Et cette sécurité aujourd'hui, elle est comment? Elle est d'abord silotée parce que on a différentes perspectives en termes des équipes qui gèrent la sécurité, notamment les équipes de ce qu'on appelle les infosec, donc les équipes de sécurité vont avoir la tâche de réduire la surface d'attaque et de essentiellement prévenir contre les malwares et les ransomware et de détecter et répondre à tout ce qui n'a pas été effectivement identifié au départ dans la politique de sécurité. Mais aussi par rapport en fait à d'autres équipes qui ont une autre perspective de la sécurité, notamment une sécurité pour les équipes de gestion de postes de travail ou d'environnement de travail. Leur premier problème ou leur première inquiétude, c'est de savoir que l'utilisateur qui accède à une application ou à une donnée ait les bons privilèges et qu'il n'accède aux données que uniquement son privilège ou ses privilèges lui donnent le droit. Mais aussi que le device ou l'équipement qu'il utilise, que ce soit son poste de travail qui a été fourni par l'entreprise ou que ce soit par un smartphone ou par une tablette ou autre, qu'il a une posture conforme par rapport à la politique de sécurité. L'équipe réseau a une vision différente. L'équipe réseau a principalement comme objectif, c'est de ne pas avoir au sein du trafic interne, entre les différentes infrastructures qu'ils ont, entre les utilisateurs, mais aussi dans le data center, du trafic malicieux. Et auquel cas, s'il y a compromission ou s'il y a effectivement une intrusion, comment compartimentaliser ce réseau pour éviter le mouvement latéraux des menaces au sein du data center? C'est un des problèmes majeurs aujourd'hui dans le cloud, c'est comment éviter quand on a un élément qui a été compromis parce que c'est le moyen le plus faible, comment éviter la propagation latérale. Et vous allez voir qu'effectivement, au niveau du réseau, le principe même de l'architecture de comment on a fait la sécurité est en quelque sorte challengé par cette problématique du mouvement latéral. Et dernière chose, c'est aujourd'hui, quand je consomme des services dans le cloud, je ne suis pas sur des infrastructures que je gère ou que mon prestataire gère. Je suis dans un modèle où cette infrastructure, en quelque sorte, est gérée par le cloud public et je consomme uniquement du service. Donc, j'ai à la demande, en fait, des ressources que je peux provisionner. Et là, en quelque sorte, je vais avoir mes métiers qui vont tout simplement commander des infrastructures ou des éléments dans le cloud. Et je voudrais savoir que par rapport à ces composants qui sont utilisés par mes métiers, est-ce que leur configuration et leur posture de sécurité est conforme par rapport à la politique que j'ai mis en place ou par rapport au framework. Et donc, par rapport à cela, donc, on a dit effectivement ce silotage vient des équipes, mais il vient aussi des produits, comme vous l'avez compris, parce que à chaque fois qu'on a une menace en particulier, on s'est c'est comme ça que ça a été dans le temps, on s'est focalisé sur trouver la solution qui traite cette menace en particulier.
Et on s'est retrouvé avec des solutions qui sont aujourd'hui installées au niveau du système d'information, un nombre important, et les équipes de sécurité aujourd'hui se retrouvent dans une situation de chef d'orchestre essayant d'intégrer ou de faire interopérer en quelque sorte des solutions qui ne sont pas interopérables et d'essayer de mettre en place des mécanismes d'automatisation pour pouvoir satisfaire le besoin des métiers de trouver cette agilité et que la sécurité ne soit pas un frein. Ces solutions dont on parle ont souvent été ce qu'on appelle threat-centric. Ça veut dire qu'ils sont essentiellement orientés vers les menaces. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'industrie a fonctionné dès le départ. C'est d'abord, je vais essayer de me protéger contre quelque chose de malicieux. Mais une politique de sécurité efficace a deux pendants. Le premier pendant est d'abord, je dois savoir qu'est-ce que je dois protéger pour savoir contre quoi je vais le protéger. Et c'est là où effectivement le rôle de contexte, en quelque sorte la connaissance du contexte, est très importante. Le dernier point, c'est que la sécurité a été toujours posée en tant que couche. Ça veut dire que les équipes métiers et les équipes de développement travaillent sur un projet, travaillent sur une application, travaillent sur un besoin business. Et en fin de compte, quand on a terminé de réaliser cette notion de projet, et on va la passer en prod, on va demander à l'équipe de sécurité de sécuriser. Et l'approche était un consensus, puisque la sécurité a été dans le passé, et jusque-là, dans certains cadres, était posée en tant que couche. On parle de sécurité périmétrique, on parle effectivement d'agents qui va être ajouté au niveau des charges applicatives. On ne parle pas effectivement d'une sécurité by design. C'est très récent, on a commencé à parler de ce terme de sécurité by design, là où la sécurité doit être consommée comme étant une ressource, comme si c'était du réseau, comme si c'était du compute ou du storage. Alors, principalement, nous, notre objectif, c'est de transformer cette sécurité, qu'elle soit unifiée, qu'on fournisse une plateforme qui est capable de faire collaborer toutes les équipes ensemble. Chacun a sa perspective, mais ils ont tous le même objectif. Que l'ensemble des produits qui doivent être mis en place aient un sens et une interopérabilité pour pouvoir appliquer la politique de sécurité sans avoir à être dépendant ou fortement dépendant d'une infrastructure physique. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a dit que le threat-centric n'est plus suffisant. Il faut d'abord réduire la surface d'exposition pour pouvoir protéger contre les menaces sophistiquées qui passent sous le radar. Et il y en a eu beaucoup jusque-là. Et rien que les annonces que vous avez vues dans la presse par rapport à des entreprises qui se sont fait pirater, ce n'est pas des sociétés qui n'ont pas mis en place des politiques de sécurité, mais c'est exactement le modèle de la sécurité qui a été mis en place qui est challengé. Donc, il faut effectivement qu'on ait un contexte global de la posture de sécurité, de comment effectivement la sécurité est délivrée pour chacune des applications, pour chaque composant des applications, et que cette sécurité ne soit pas un frein pour l'agilité business, qu'elle soit intégrée de base au sein de l'infrastructure, que ce soit pour les applications, quel que soit l'endroit où elles sont, donc il n'y a pas de dépendance forte par rapport à l'infrastructure physique, mais c'est aussi pour que effectivement l'utilisateur, dès qu'il accède à un service, il soit capable d'y accéder en toute sécurité avec la protection des applications et des données. Alors, la question est aujourd'hui, comment VMware le propose? En fait, vous voyez dans ce slide le principe de base de solution ou le framework de solution de VMware. Et notre premier objectif, c'est d'aider nos clients dans leur transition ou leur phase de construction de fondation digitale, de transformation digitale, pour construire des applications, les exécuter, les gérer, les connecter et les protéger pour n'importe lequel type d'application en gérant les modern apps comme les legacy sur n'importe laquelle infrastructure cloud, accessible à partir de n'importe lequel device. Et vous voyez les 5 priorités qu'on a mis en place, qui sont la modernisation des applications, multi-cloud, virtual cloud network, digital workspace, et la thématique de l'intrinsic security, qui a été essentiellement organisée pour répondre aux différentes perspectives des clients qu'on a rencontrés, notamment la partie workspace, workload, network et cloud security. Et ce slide, en fait, résume en quelque sorte comment ces différents domaines se positionnent chez des clients qui ont commencé ou qui ont adopté une transformation digitale, qui ont adopté le cloud.
voyez bien, le Workspace Security, ça traite essentiellement de tout ce qui est gestion utilisateur et les devices, leur posture et la sécurité et leur rôle. La partie Network Security s'étend aussi bien du site distant vers le private cloud, vers le managed cloud, mais aussi le cloud public et les telcos. La partie cloud security, c'est aussi une question d'architecture. On a parlé tout à l'heure de VMware Cloud Foundation et Cloud Verified, mais aussi comment je peux sécuriser ou calculer ou identifier la posture de sécurité dans des clouds publics. Workload Security, c'est la barrière qui permet au niveau de la charge applicative de pouvoir identifier tout changement de comportement ou toute compromission et de réagir par rapport à cela. Alors, si on essaye de prendre ça sous forme de use case, principalement quand on parle de la partie multi-cloud ou cloud security d'une façon générale, parce qu'effectivement c'est la thématique du jour, comment protéger vos applications et données dans les environnements cloud, on va distinguer différents types d'utilisation, d'usage du cloud. Alors ça peut être du cloud privé, ça peut être tout simplement mon data center ou le data center de mon prestataire. Ça peut être aussi du multi-cloud, là où, dans quel cas, je peux avoir un cloud mixte. Donc, c'est du hybride. J'ai dans mon data center, mais j'ai aussi un besoin de consommer des services qui sont dans le cloud managé ou dans le cloud basé sur la technologie VMware. Ça peut être aussi du cloud public. On a parlé du cloud public avec des technologies VMware, mais ça peut être aussi du cloud public consommé nativement avec du AWS, avec du Azure et avec du Google. Et l'idée principale, c'est de fournir en fait une fondation cloud, enfin une architecture, une technologie qui permet de construire et d'industrialiser l'urbanisation du cloud en quelque sorte avec la partie compute, network and storage et qui apporte intrinsèquement des capacités de sécurité. Alors, donc, sur cette partie-là, on va avoir des capacités natives qui sont dans la couche vSphere, que vous connaissez déjà dans la virtualisation, comme l'isolation au niveau de la CPU, l'encryption des données avec la partie VM Encryption, vSAN Encryption, vMotion Encryption, la partie Root of Trust, ou en quelque sorte le Secure Boot par rapport à une infrastructure sécurisée pour s'assurer qu'il n'y a pas de compromission ni dans le host qui héberge les charges applicatives, ni dans la charge applicative elle-même, et des capacités d'audit pour savoir qui a fait quoi, et ainsi de suite. Côté réseau, on va avoir une couche très riche avec la partie NSX et le Service Defined Firewall qui, au-delà de la virtualisation des services switching et routing, va nous apporter des capacités de firewall niveau 7, donc granulaire avec ce qu'on appelle la microsegmentation, des capacités de distributed IDS, donc on va en parler un tout petit peu plus tard, pour pouvoir détecter par rapport au flux légitime quelles sont les attaques qui ont été intégrées, des capacités de Web Application Firewall qui permettent aussi d'apporter donc avec la solution load balancing qui permettent d'apporter du Web Application Firewall, mais aussi de la protection anti-DDoS, mais c'est aussi une solution ouverte pour pouvoir s'interfacer avec des solutions déjà existantes ou avec des solutions qui offrent d'autres services au travers de notre écosystème de partenaires, comme vous voyez ici, des partenaires reconnus sur la place, comme Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, Trend et Bitdefender. La partie workload, c'est un point clé dans notre offre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va apporter au travers de cette couche de fondation de sécurité, on va apporter la visibilité sur chacune des charges applicatives. Et cette visibilité va nous permettre d'identifier au travers de la solution Carbon Black quelles sont les vulnérabilités qui concernent les systèmes et les applications installées au niveau de chaque VM. En plus, on va avoir des capacités de validation pour dire ce workload, il est conforme par rapport à certaines règles de sécurité qu'on a mis en place au travers des fonctionnalités d'audit. Et on a aussi des capacités de protection au travers des fonctionnalités de DR, mais aussi des fonctionnalités de Next-Gen antivirus. Quand on consomme des services dans le cloud, notamment des services qui ne sont pas forcément basés sur des machines virtuelles ou des workloads, on va avoir besoin plutôt de calculer la posture de ces services-là. Et là, on a une solution qui s'appelle VMware Secure State, qui va compléter ce qu'on vient de se dire au préalable, c'est-à-dire de vous donner une cartographie complète sur les services qui sont consommés, leur interaction et leur interconnexion. Et en cas de vulnérabilité, en cas de faiblesse, on va tout simplement identifier cette faiblesse, la reporter et apporter le calcul d'impact sur les autres services connexes. Et c'est important parce qu'en fait, quand il y a une surface d'exposition, ce n'est pas le seul élément qui nous concerne, mais c'est aussi
tous les autres éléments qui, effectivement, pourraient être impactés par une compromission ou par une brèche ou par, effectivement, une attaque. Alors, cette notion de VCF, ou VMware Cloud Foundation, apporte, au-delà du fait qu'elle crée cette agnosticité par rapport à l'infrastructure physique pour le compute, network, storage, mais aussi la partie sécurité et toute la partie automatisation, elle apporte une notion de tenant et d'isolation de ce qu'on appelle les building blocks, c'est les workload domaines qui permettent de créer des environnements séparés en fonction du besoin, en fonction aussi du rôle, en fonction aussi de l'aspect réglementation, en fonction de l'innovation que je veux mettre en place. Et ces environnements sont basés sur une architecture standardisée, industrialisée. C'est-à-dire que vous avez besoin de plus de capacité, le système s'occupe lui-même d'aller reprovisionner, programmer effectivement les équipements matériels pour qu'on ajoute de la capacité. Le simple fait d'étendre cette capacité, on intègre automatiquement tous les services qui ont été définis et la façon, la politique avec laquelle il a été défini dans les nouveaux hosts. Quand il n'y en a plus besoin, on va effectivement réduire et cela permet d'avoir une infrastructure cloud complètement automatisée pour permettre en fait la consommation de l'ensemble du service, y compris la sécurité, de façon agile. Alors, si on porte un peu plus de focus sur la partie sécurité réseau, quel est le problème qu'on essaie de résoudre? Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est que en fait, les applications ont évolué dans le temps et de plus en plus, on voit que 80% du trafic au sein de data center ou du cloud est un trafic est-ouest. Au préalable, quand on a commencé à construire en fait nos architectures, on a pensé effectivement à faire en sorte que nos firewalls se positionnent, ou nos IDS ou nos load balancers se positionnent en frontal de nos applications. Et principalement, ce qu'on a essayé de régler, c'est une problématique plutôt de nord-sud, parce qu'à ce moment-là, on va avoir des utilisateurs qui vont arriver, se connecter à un service, ils vont avoir la réponse par rapport à leur service, et effectivement, c'est 80% de trafic nord-sud. Avec ce changement, on s'est retrouvé dans une situation là où à chaque fois qu'on va avoir en fait du trafic est-ouest, on va faire ce qu'on appelle du air pinning, c'est-à-dire on va prendre une VM qui veut communiquer avec une autre sur le même serveur ou sur un serveur à côté, on va devoir envoyer le trafic vers le firewall, donc il va traverser tout le réseau, voire même vers l'IDS, voire même vers le load balancer ou autre. Il va traverser tout le réseau pour arriver au niveau du firewall pour qu'on lui dise « ben non, ce trafic n'est pas autorisé ». Et auquel cas, si cette VM se retrouve en fait sur le même niveau 2 qu'une autre VM avec laquelle elle n'a pas le droit de communiquer, le trafic ne passe même pas par le firewall. Donc, notre approche avec la solution NSX, c'est de dire comment on utilise la partie NSX pour la virtualisation des services réseau et sécurité, c'est tout simplement comment on peut transformer cette fonction de sécurité qui est assez concentrée, ce qu'on appelle en quelque sorte une sécurité périmétrique aujourd'hui, en une sécurité beaucoup plus distribuée. Et l'idée, c'est de dire, si je dois distribuer ma fonction firewall, en fait, je gagne sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est que je vais avoir non seulement la fonction firewall qui va être distribuée, je peux aussi distribuer différentes fonctions et les intégrer directement dans l'hypervisor. Et de ce fait, au lieu de faire voyager le trafic jusqu'au firewall pour pouvoir dire c'est un deny ou c'est un trafic bloqué, je vais tout simplement inspecter ce trafic directement au niveau de chaque carte d'interface, au niveau de la machine virtuelle. Et je fais pareil pour tous les paquets qui vont transiter, que ce soit sur un même niveau 2 ou qui soient effectivement sur deux niveaux différents. Donc, je vais avoir effectivement des réseaux différents qui vont héberger des machines virtuelles. Et NSX, aujourd'hui, ce qu'il apporte, c'est une couverture par rapport à cette notion, ce qu'on appelle la microsegmentation et la distribution de la fonction de firewall au plus proche des machines virtuelles. Il apporte aussi une couverture beaucoup plus large. C'est-à-dire, il couvre aussi bien les machines virtuelles, il couvre les conteneurs, il s'intègre dans une architecture Kubernetes, il peut couvrir aussi du bare metal server, il peut s'étendre vers du VMware Cloud, donc dans des environnements cloud publics comme sur des AWS ou Azure ou Google, mais il peut aussi s'intégrer avec des clouds natifs, donc comme des charges applicatives qui sont sur des VM, qui sont sur Azure ou qui sont sur Amazon, AWS ou sur Google. Donc, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, en fait,
Avec cette capacité d'avoir un service de sécurité et la microsegmentation étendue sur différents environnements, le data center, le branch, le VMC, le cloud, je vais avoir une politique de sécurité consistante. Là où effectivement, quel que soit l'emplacement de la VM, quand un serveur web doit parler avec un serveur applicatif, je n'ai pas à ouvrir 50 règles de firewall de part et d'autre. J'ai tout simplement à dire que le serveur web a le droit de parler à l'app, mais il n'a pas le droit de parler à la base de données. Et de ce fait, je vais tout simplement simplifier ma politique de sécurité en 3 étapes. La première, c'est la réduction de surface d'attaque et l'autorisation uniquement du trafic légitime par la construction de ce qu'on appelle des frontières logiques autour des fonctions ou des composants ou des applications. Et par rapport à ces applications, je vais établir des politiques de règles de filtrage, quel que soit l'endroit de la VM et quel que soit le type de la charge applicative, VM ou autre. La deuxième, c'est dans ce trafic légitime, je vais pouvoir faire de l'analyse de chaque paquet pour pouvoir détecter et prévenir contre l'intrusion avec le moteur NSX, IDS et IPS. Et le troisième élément qui a été récemment intégré au travers en fait l'acquisition de la Last-Line, c'est d'avoir en fait la capacité de voir et l'intelligence de pouvoir comprendre la cinématique d'une attaque. Vu que les attaques aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées et ils peuvent utiliser différentes techniques, il est inutile uniquement de courir derrière les signatures, parce que ça, c'est nécessaire, mais ça ne résout pas le problème de comprendre comment la cinématique d'attaque se produit, ou la cyber kill chain. C'est d'avoir toute cette visibilité au travers de la solution Last-Line, qui nous permet d'avoir la logique globale de ce qui s'est passé, quelle est la menace, et comment ça se propage, et comment y répondre. On a introduit aussi la notion de sandboxing. Alors, donc, la première génération nous permet d'avoir un firewall au niveau de chaque carte d'interface, de chaque machine virtuelle ou de conteneur ou de fonction particulière, d'accord? De construire, c'est ce qu'on appelle les frontières logiques autour de l'application et de ne pas autoriser de facto, donc de ne pas autoriser un trafic qui n'est pas légitime, même si ces deux machines se retrouvent sur le même réseau. La deuxième chose, c'est comme on l'a dit, la partie signature qui, jusque-là, a été perçu par les équipes métiers comme l'arbre de Noël, en quelque sorte, parce que ça signale de partout et on ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Avec la connaissance en fait, du contexte, on va pouvoir distribuer les signatures en fonction des fonctionnalités ou des fonctions ou des rôles de chacune des machines ou chacun des workloads. Et ça nous permet de réduire essentiellement, drastiquement, le nombre de signatures qui sont appliquées par système et de se focaliser essentiellement sur celles qui sont les plus pertinentes pour le rôle et pour le trafic qui est légitime. La dernière chose, c'est essentiellement de faire de l'inspection inbound, c'est-à-dire que sur ce trafic-là, au travers les signatures qu'on a activées, on va identifier pour chaque paquet, en fait, s'il y a une attaque ou si quelque chose de mauvais, s'il y a un trafic malicieux qui est à l'intérieur de mon réseau et de l'identifier par rapport à l'attaque, mais aussi par rapport à la vulnérabilité. Alors, on a parlé effectivement de Last-Line et cette intelligence NSX dont on a discuté au préalable, ce qui nous permet effectivement d'avoir une logique globale de ce que fait l'utilisateur en se connectant sur une machine vulnérable, de pouvoir voir s'il y a eu effectivement escalade de privilèges ou pas, s'il est parti ailleurs voir un service et qui lui a permis d'accéder à d'autres applications au travers du trafic légitime, et de façon beaucoup plus simple, d'avoir la cinématique globale des mouvements latéraux et comment y répondre beaucoup plus rapidement. Donc, réduction du temps de détection et réduction du temps de réponse. Alors, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la partie virtual patching, en quelque sorte, que vous connaissez au travers de certaines technologies sur le marché. C'est qu'on va bénéficier de cette connaissance de ce qu'on appelle le VMware Threat Analysis Unit, qui va interagir avec vos solutions et fournir ce qu'on appelle le Security Intelligence, donc la connaissance des événements et des attaques qui ont été perpétués au travers de mitre-attaques ou autres, et de pouvoir effectivement vous proposer des recommandations d'ajustement de politique de sécurité que vous pouvez automatiser par la même occasion pour pouvoir maintenir le niveau de protection nécessaire au travers de votre solution. Et cela se déploie de façon
assez simple avec la notion de machine learning au travers de tous les éléments qu'on peut collecter, puisqu'on connaît le contexte. On a la maîtrise de la couche de virtualisation, on a la maîtrise de la couche réseau et on intercepte chaque paquet. D'accord ? On va ajouter effectivement cette notion de connaissance et d'expertise humaine au travers de VMware Tao, donc au travers de Carbon Black et Lastline, et ça va nous permettre en fait de pousser les bonnes recommandations vers les services Defined Firewall, les services qui sont activés au niveau du NSX, pour pouvoir les implémenter au plus proche de chaque application et chaque environnement dans lequel s'exécutent les applications. Alors, bien évidemment, on a parlé de la partie réseau et c'est essentiellement la chose la plus importante par rapport à notre webinaire aujourd'hui. Et je vous invite effectivement, si vous avez des questions, vous avez particulièrement des sujets que vous voulez traiter avec nous, à nous solliciter là-dessus. Mais on a parlé du scope de sécurité que couvre VMware. Je voudrais juste m'attarder 2-3 minutes sur 2 use cases, notamment le Workspace Security, c'est-à-dire aujourd'hui, on a donc des utilisateurs qui peuvent être à distance, qui peuvent être dans le cadre de ce confinement, travailler à partir de chez eux. On va avoir effectivement 3 principes essentiels pour pouvoir traiter cette notion de ce qu'on appelle Workspace Security. C'est d'abord l'état de l'équipement qu'ils utilisent, donc par une gestion moderne de ces équipements et la maintenance d'un ce qu'on appelle une conformité ou un baseline par rapport auquel on va calculer les déviations. Ça nous permet d'avoir une détection temps réel des datas, mais aussi réduire les alertes. Le Zero Trust Access Control, ça veut dire qu'on va fournir la meilleure expérience utilisateur pour les employés et pour les utilisateurs au travers du single sign-on, mais on va quand même réduire la surface d'exposition en établissant ce qu'on appelle le pair-up VPN et en donnant un accès conditionnel en fonction de la posture de l'équipement, mais aussi du rôle de l'utilisateur et ses droits. Et la dernière, c'est la partie réponse aux menaces. C'est ce qui nous permet en fait de faire ce qu'on appelle une visibilité 360 sur les menaces au travers d'un simple dashboard avec des workflows d'orchestration qui automatisent les actions et de remédiation et les actions en fait de réponse par rapport à des scénarios d'attaque qu'on aurait déjà configurés. Et ça permet de réduire le temps de réponse et de remédiation et de mettre les équipements granulairement en quarantaine. Alors, ça se résume par quoi? C'est qu'on va avoir notre infrastructure public cloud ou data center ou private cloud. On va avoir les utilisateurs qui arrivent avec différents devices et on va avoir en fait la solution Carbon Black dont on a parlé un tout petit peu plus tôt, qui apporte cette notion de DR, de Next-Gen AV, d'audit et remédiation. Et en fonction de la posture de l'équipement et en fonction de ce qu'elle a détecté, elle va informer la solution Workspace ONE qui va définir par rapport à la gestion du poste de travail ou de l'équipement, des politiques et de baseline, s'il y a déviation ou pas. Et par rapport à cette déviation, on calcule un score, un niveau de score qui va nous permettre de prendre la bonne décision sur est-ce que je maintiens, si le score, il n'y a pas de déviation par rapport à la conformité, je maintiens le single sign-on. S'il y a effectivement une suspicion de compromission, je vais tout simplement casser le cyber kill chain en proposant du multifactor authentication. Donc, s'il y a escalade de privilèges, là, effectivement, l'attaque ne pourra pas se produire. Voire même si le score est élevé, on peut passer en remédiation ou en reject. Cela, c'est une solution, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une solution ouverte qui permet de s'intégrer avec nos solutions, notamment Carbon Black, mais aussi avec des solutions du marché. Alors, et un dernier point que je voudrais aborder, c'est la notion d'interconnexion. Vous avez vu dans le slide au départ que la partie réseau, c'est effectivement la sécurité réseau au sein des différents environnements, mais aussi c'est l'interconnexion entre ces environnements-là. Et la capacité de gérer au travers d'une solution SD-WAN l'interconnexion des différents environnements de façon sécurisée, de pouvoir établir des tunnels VPN, que ce soit par rapport aux services dans le cloud privé, cloud managé, mais aussi dans le cloud public, et de fournir effectivement un contrôle d'accès par rapport en fait à ces services. Et ça se schématise par exemple par des boîtiers qui peuvent être installés dans le data center ou effectivement dans le cloud et côté des différents sites, auquel cas on va pouvoir établir le tunnel avec la redirection de service vers ce qu'on appelle les cloud services, c'est des partenaires, et on redirige le trafic vers la destination adéquate
en fonction du service demandé par l'utilisateur ou par le site. Par rapport à cela, il y a effectivement une offre qu'on a annoncée au niveau du VMworld qui s'appelle l'offre SASI, notamment vous connaissez le SASI de par le Gartner, qui aujourd'hui va traiter au-delà du fait des utilisateurs qui sont derrière des boîtiers SD-WAN VMware, d'accord, va traiter aussi le cas des utilisateurs qui se connectent de n'importe où. Et ils ne sont pas forcément derrière un boîtier. Et là, c'est une combinaison entre la solution Workspace ONE, dont on a parlé tout à l'heure, et la solution SD-WAN. Et cela apporte aussi une flexibilité pour les entreprises parce qu'il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, ni côté utilisateur, un peu moins côté cloud parce que c'est tout simplement des choses qui sont déjà positionnées, mais un minimum de besoin pour les infrastructures dans le data center. Et ce qui permet effectivement avec la technologie Workspace ONE de se connecter à ce point de présence, donc le POP. Enfin, on en a une centaine au travers du monde, donc en France aussi. Et en se connectant vers ce POP, on va identifier l'utilisateur, calculer la posture de son device, calculer le risque, identifier l'application qui a besoin d'accéder à une ressource quelque part, et on va tout simplement, à partir de ce POP, on va mettre en place une politique SD-WAN qui apporte de l'optimisation, comme vous le voyez en bas, de la sécurité, mais aussi effectivement de la segmentation par rapport à différents cas d'usage qui peuvent être effectivement un utilisateur qui accède à une ressource dans le data center ou un utilisateur qui accède à une ressource dans le SaaS. Pour finir, je voudrais quand même vous donner une perspective. Donc, vous voyez, vous vous rappelez de ce modèle dont on a parlé tout à l'heure, avoir de la sécurité pour les utilisateurs qui accèdent au travers des endpoints vers des applications installées sur des workloads dans le cloud en se connectant au travers réseau. On va avoir effectivement aujourd'hui une solution de sécurité complète qui va bénéficier, de l'intelligence Carbon Black, mais aussi de tous les contrôles qu'on peut mettre en place au travers les différents mécanismes Workspace ONE, Carbon Black, NSX et VMware Cloud Health Secure State. Et cela nous permet de mettre en place une solution de ce qu'on appelle l'Extended Detection and Response, XDR, qui prend bénéfice de l'expertise au travers des menaces qu'on voit côté end-user, des menaces qu'on voit sur les workloads, côté application, mais des menaces qu'on voit aussi côté réseau. Et ça vient effectivement des expertises des équipes Tao, à la base, qui viennent de l'acquisition de Carbon Black et Lastline. Ces mécanismes-là et cette intelligence nous permet de renforcer la sécurité avec une adaptation de la politique de sécurité au plus proche des éléments à protéger, l'utilisateur, mais aussi les applications, au travers donc l'IDS IPS, la partie Service Defined Firewall, la microsegmentation, et aussi la visibilité que apporte la solution Lastline, donc NSX Defender aujourd'hui, sur la partie NDR. Et c'est une solution de sécurité qui est fournie de facto et qui s'intègre avec l'architecture VMware Cloud Foundation. Donc, effectivement, cela se gère par juste effectivement l'ajout de licences par rapport à la solution VMware Cloud Foundation, et tout le déploiement ne nécessite pas une revue de l'architecture puisque ça s'intègre directement dans la couche logicielle du Compute Network and Storage de la partie VCF. Et pour finir, c'est une solution ouverte parce qu'on s'interface aussi bien avec les solutions de gestion chez les clients et chez nos partenaires, mais avec des solutions SIEM, avec des solutions SOAR aussi, et avec d'autres parties qui offrent de ce qu'on appelle la Security Intelligence ou Threat Intelligence pour enrichir en fait nos bases de connaissances. Tout cela nous permet d'apporter une détection beaucoup plus granulaire et beaucoup plus efficace, d'avoir une rapidité d'investigation et de réponse, d'être capable de mettre une prévention chirurgicale, donc le plus proche possible de l'élément compromis pour éviter une propagation latérale et pour éviter effectivement un risque beaucoup plus élevé sur nos applications et données. C'est intégré directement dans l'infrastructure, ce qui permet à toutes les équipes de pouvoir en bénéficier. Et ça peut être étendu vers un environnement, un écosystème riche au travers de nos partenaires de sécurité. Alors, voilà pour la partie en fait présentation de la solution VMware.
On a focalisé sur l'aspect réseau, sur l'aspect sécurité réseau, mais je voulais quand même vous donner une perspective un peu plus large sur ce qui est fait au travers de l'écosystème VMware. Je vous remercie. Très bien, Khaled. Merci beaucoup. C'était très précis. Alors, on a justement une question qui est plutôt intéressante. On en a peut-être pas parlé, notamment quand on est attaqué. Quels sont les moyens pour récupérer les données? Alors, peut-être que Khaled, tu peux en parler rapidement, et nous, de notre côté, on a aussi des solutions. Alors, en fait, dans la solution VMware, on a des mécanismes qui permettent de faire du data recovery, enfin, mécanismes intrinsèques qui sont au niveau de la partie vSphere. Je pense qu'effectivement, Ida, tu vas en parler un tout petit peu plus. Mais on a aussi la capacité de s'intégrer avec un certain nombre de services au travers des partenaires qui offrent ce qu'on appelle le data cyber recovery pour pouvoir identifier avec des mécanismes de stockage quand une donnée a été compromise, le fait de pouvoir la réinitialiser et remettre en état un environnement de confiance, donc avant la compromission. Oui, tout à fait. Alors nous, de notre côté, ce qu'on a mis en place, bon, bien évidemment, tout est backupé au niveau des différents workloads, et on a aussi la possibilité de snapshotter, de faire des snapshots pour faire un retour en arrière en cas d'attaque, ce qui nous permet justement de récupérer les données jusqu'à J+5 en fonction donc de la politique qu'on a mis en place. En tout cas, on a des mécanismes de snapshot qui nous permettent de récupérer l'information. Alors là, c'est cette question. Est-ce que peut-être, alors on va pas tarder à terminer parce que là on a quand même dépassé le temps, donc on est plutôt bien. Il nous reste 1 minute. Alors peut-être d'autres questions. On va attendre un petit peu. Sinon, peut-être, Khaled, on peut peut-être, pour finaliser un petit peu ce webinaire, est-ce qu'il y a deux, trois choses à retenir par rapport à ce que tu nous as dit? Oui, ce qui est important, c'est déjà quand on va penser la sécurité des applications et des données dans le cloud, il faut vraiment penser à changer le paradigme et la façon avec laquelle on pense la sécurité. Il ne s'agit plus de construire des périmètres de sécurité dans lesquels on va mettre nos applications. Ces périmètres ont été challengés par l'avènement du cloud et la notion de multi-cloud et l'éclatement des applications. Il s'agit aussi d'avoir en fait la sécurité qui est fournie au plus proche des charges applicatives. Sans cela, on ne peut pas être agile, on ne peut pas construire une automatisation qui satisfait aussi bien les business que l'équipe sécurité. On aura beaucoup plus de difficultés à avoir une politique de sécurité simple, et pour que ce soit efficace, il faut qu'on ait une politique de sécurité simple.